Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est souvent mal compris et qui est amené à pas mal de confusion, c'est la sexualité chez les femmes. Donc, la sexualité chez les femmes, pour certains hommes, c'est une dimension qui est totalement incompréhensible, qui est même floue, confuse. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet parce que, en vérité, même les femmes elles-mêmes ne savent pas, la plupart du temps, comment activer leur propre sexualité. Donc, là, aujourd'hui, le but, ça va être de parler de la sexualité chez les femmes. Pour pouvoir parler de la sexualité chez les femmes, faut voir à travers quel mécanisme, en fait, l'excitation, le désir chez la femme commence à se créer. Donc, pour savoir le mécanisme, comment il commence à se créer, il faut savoir bah, d'où vient la sexualité et pourquoi on a de la sexualité dans nos vies. Bah, de base, hein, c'est pour la reproduction. Donc, une femme est excitée par un homme qui a des valeurs de reproduction. C'est-à-dire que, en fait, une femme, elle a sa sexualité qui est décuplée, épanouie et qui commence à se développer à partir du moment où toi, tu as des valeurs qui sont excitantes. Le problème, c'est que les valeurs excitantes chez une femme sont à l'encontre de ce que, bah, on va dire, la société inclut comme étant bien un bon homme, être comme étant un homme gentil, comme étant un homme agréable, comme étant un homme qui a pas d'aspérité, qui est lisse, ce genre d'homme gentil, nice guy, que la plupart hein, des femmes disent vouloir avoir dans leur vie, n'est absolument pas le genre d'homme qui les excite. Mais par contre, c'est ce qu'elles veulent, elles, dans leur idéal. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéal d'une femme? Pour savoir l'idéal d'une femme, il faut savoir quelles ont été les structures qui ont référencé, qui ont été la référence pour elle de l'idéal masculin. Et là, je vous le donne en mille, c'est quoi? C'est quoi? C'est le papa. Je ne veux pas faire le psychanalyste de bas étage, mais en fait, tout simplement, le cerveau se réfère à des repères pour pouvoir créer un archétype, on appelle ça, qui va être une référence tout le long de sa vie de ce qu'il est normal pour nous comme étant le type masculin ou le type féminin. Seulement, voilà, le problème, le gros problème de cette idéalisation masculine, c'est qu'elle est sans sexualité. En fait, il faut savoir que dès l'âge de l'enfance, une enfant, on peut parler d'enfant, elle va idéaliser son père. Elle va le voir comme étant l'homme parfait, voire l'homme avec qui elle veut se marier, idéalement. Dans l'idée, hein, on voit toujours ces petits garçons ou petites filles d'ailleurs qui sont là et qui disent bah, moi je veux me marier avec maman ou avec papa ou c'est mon amoureux ou tu vois ce genre de truc. Ça paraît niais, un petit peu bizarre même au final, mais en fait c'est parce que dans la construction mentale de l'idéal masculin, donc Jung appelait ça l'anima ou l'animus pour le masculin ou l'anima pour le féminin, et ben il faut des repères, il faut de la matière pour pouvoir construire une référence pour le futur. La matière, c'est le papa ou la maman. Le truc, c'est que au départ, quand on a cet idéal, on est enfant. Donc, on a construit un idéal qui est, on va dire, très polarisé. Dans le sens où le papa, il est idéalisé, ou la maman, elle est idéalisée. Elle n'est pas vue comme un humain avec ses défauts, ses qualités. Elle est même vue, ou il est même vu de niveau inconscient, comme étant une espèce de dieu, de déesse, quelque chose qui, au final, quand tu es enfant, auquel tu veux arriver. C'est vraiment ton idéal absolu, ton papa ou ta maman. Je parle vraiment du début de l'âge de l'enfant. Donc, la représentation dite amoureuse, elle est créée là-dedans. Elle est créée dans ce substrat, dans cette matière. Elle est créée de façon inconsciente. L'enfant ne décide pas qu'il va être amoureux de son papa ou de sa maman. En fait, c'est parce que son inconscient a besoin d'un repère, d'une référence mâle et femelle, pour pouvoir créer une structure archétypale, on appelle ça, dans son cerveau. Et cette structure archétypale, elle n'est pas juste dans la préférence physique ou dans les vêtements. C'est vraiment pour l'esprit une manière de trouver un complément
Par exemple, pour le petit garçon, ça va être une manière de complémentariser sa masculinité. Et pour la petite fille, ça va être une manière de complémentariser sa féminité, d'avoir son papa en référence. Donc c'est vraiment une construction psychique qui se passe à ce niveau-là. Seulement le problème, et là on va toucher au cœur du problème, parce qu'on parle de la sexualité dans ce live. Le cœur du problème, c'est que au final, quand ils ont cette représentation psychique de l'être complémentaire, et ben à cet âge-là, il n'y a pas de sexualité dans le jeu. Et on va dire, c'est normal, pas de représentation sexuelle, il n'y a pas d'attrait sexuel, juste un attrait de complémentarité d'opposés entre l'homme, la femme, et d'attraction, on va dire, sentimentale ou d'idéalisation d'une structure potentiellement étant le mari ou la femme du petit enfant, entre guillemets. Et là, je parle encore, hein, on soit d'accord, au tout début de l'âge de la construction d'un enfant et de sa psyché. Mais comme on le sait, au tout début de notre vie, c'est là qu'on est le plus marqué. Donc, clairement, ce qui va te marquer dans les du 0 à 7 premières années de ta vie, ça va être quelque chose qui va potentiellement te suivre toute ta vie. Et là, on va toucher à quelque chose qui est assez fondamental dans le fait de décrypter la sexualité d'une femme et comment s'épanouir sexuellement ou épanouir sexuellement une femme. C'est qu'il y a deux phases, il y a des espèces de deux dimensions chez la femme. Il y a la dimension de l'amour presque inconditionnel, c'est-à-dire l'amour pur vécu enfant, qui est idéalisé par l'enfant et qui est vu comme étant un amour dénué de sexualité. On entend beaucoup de femmes qui disent, ouais, mais en fait, le sexe, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et quelque part, en fait, elles se disent, le vrai amour, c'est un amour dénué de sexualité. Il y a toujours en toile de fond cette idée que quand je vais rencontrer un homme, en fait, le sexe, c'est pas quelque chose de prioritaire. Je veux d'abord tomber amoureuse du bonhomme. Et de cet amour-là, en fait, derrière le sexe, c'est secondaire. Parce que l'amour, on va dire inconditionnel, prime sur l'acte charnel. Pourquoi? Parce que en référence, elles ont eu cet amour illusoire. Alors je dis illusoire pourquoi? Parce que c'est illusoire de croire qu'un homme et qu'une femme vont être ensemble sans sexualité. Mais dans la vie, la construction d'un enfant et de son psychisme, au début, en fait, il est dans son cerveau d'enfant, il n'est pas construit. Il ne voit pas que la relation homme-femme de son papa et de sa maman, il ne décerne pas la sexualité derrière, il ne décerne pas l'attraction sexuelle, il ne décerne pas aussi l'acte sexuel derrière. On va dire que c'est normal. C'est même voulu, tu vois, à 4 7 ans, en fait, genre, tu t'es pas câblé pour ça. Mais tu construis quand même, au tout début de ta vie, cette référence amoureuse. Et beaucoup plus chez la femme, parce que, on le verra un peu plus tard, en fait, tout le long de ta vie, enfin, tout le long de la vie d'une femme, la femme ne se lève pas avec une érection tous les matins. La femme ne se lève pas avec une excitation débordante le matin, quand tu es en bonne santé et quand tu es un homme qui est actif sexuellement, avec ce désir qui te prend aux tripes, comme on peut le sentir, nous, le matin ou à d'autres moments de la journée, voire même un peu toute la vie, en fait, hein, clairement. Donc ça veut dire que, en fait, la femme part avec un handicap. L'handicap du ressenti du désir sexuel déjà de base. Couplé au fait que elle a cet idéal de relation amoureuse non sexuée, de par le début de ce trauma, on va dire, de cette, ouais, on peut parler de ça d'un trauma, parce que le truc, c'est que, pourquoi j'appelle ça un trauma? Je vais vous parler de cette partie-là parce qu'elle est importante à comprendre aussi. Un traumatisme, c'est une expérience avec une intensité émotionnelle qui fait que dans ton cerveau, tu vas associer une situation avec une émotion. Exemple, les attouchements sexuels. Personne qui a eu un attouchement sexuel, qui s'est senti mal par rapport à ça, parce que je sais pas, c'était peut-être avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas d'ailleurs, ou des choses comme ça. Ou pire encore, bon, je ne veux pas parler de ce sujet-là, de trouver un contexte précis, mais en fait, on voit tout ce que c'est. Et ben, au moment où il y a un contexte sexuel, là, elle a ressenti de l'intensité émotionnelle qui est inconfortable. Et donc, du coup, dans son cerveau, elle va associer émotion inconfortable avec contexte sexuel. Ce qui fait que dans le futur, dans sa vie, chaque situation qui de près ou de loin va ressembler à ce contexte sexuel va insérer directement l'émotion qu'elle a vécue. Elle va se retrouver peut-être potentiellement avec un mec qui lui met la main sur le genou, boum, élan de peur, de dégoût,
parce qu'elle a vécu ce traumatisme au début de sa vie. C'est pour te dire qu'il y a dans le cerveau une partie qui s'appelle l'amygdale, qui, elle, va, dès qu'elle a une situation de danger, imprimer une émotion forte et coupler à ça un contexte situationnel qui est associé à cette émotion. Et dans le futur, tout contexte, absolument tout contexte émotionnel qui ressemble de près ou de loin à la situation du passé, va faire ressurgir cette émotion pour protéger la personne. Donc ça, je dois l'expliquer au début. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un moment donné où l'enfant, il se rend compte que bah, dans sa vie d'amoureux, de premier amoureux transi de son papa ou de sa maman, bah, qu'il y a une autre personne dans l'adéquation, une personne tierce. Bah, la maman ou le papa. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la femme là pour le coup. La femme se rend compte que elle n'est pas assez pour avoir son papa rien que pour elle. Elle se rend compte que il y a la maman dans l'histoire. Sa maman, elle l'aime aussi, hein, c'est pas la question. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle va se dire au niveau inconscient? Elle va se sentir frustrée parce que son amoureux, elle ne l'a pas rien que pour elle. Et à ce moment précis, c'est là où il faut vraiment que vous écoutiez attentivement. Au moment précis où elle a cette frustration de ne pas avoir son papa rien qu'à elle. À ce moment exact, elle va créer quoi? Elle va créer une idéalisation du futur. Elle va se dire, ah ok, j'ai pas mon amoureux rien que pour moi, donc ce que je veux rien que pour moi dans mon futur, c'est un homme exclusif qui n'est là rien que pour moi, pour qui il me donne toute son attention, qu'il me fasse des présents, qu'il n'y ait personne d'autre dans l'histoire, parce que forcément, s'il y aurait quelqu'un d'autre dans l'histoire, dans cette relation future, ça lui ferait ressentir la frustration et l'énervement et la colère vécue en tant qu'enfant, petite fille, quand elle voyait sa maman avec son papa et qu'elle voulait le garder rien que pour elle. Donc, à ce moment précis où cette frustration, ce dégoût-là, cette tension interne, elle est créée, c'est là où elle va idéaliser une relation future, exclusive, avec un homme idéal, sous les traits du papa, pas forcément parfaitement sous ses traits, hein, mais en tout cas dans l'idée qu'il y a, on va dire, cette sensation de paternel. Et c'est là, en fait, le problème. Parce que forcément, elle idéalise cet homme futur dans son état infantile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le futur, elle va idéaliser une relation avec un homme, mais dénuée de sexualité. Parce qu'elle a idéalisé cette même relation étant petite, lors de ce trauma. C'est le premier trauma de toute ta vie. Enfin, là, je parle des hommes et des femmes, les femmes, mais les hommes aussi. Ils ont un trauma par rapport à ça, par rapport au fait que ils n'ont pas eu leur maman rien qu'à eux, et que du coup, ils veulent une femme rien qu'à eux. Et que s'il y a quelqu'un dans l'histoire, en fait, ils vont ressentir ce même trauma qu'ils ont vécu quand ils étaient petits. Parce qu'ils ont idéalisé ça. Le seul truc chez l'homme, c'est que la sexualité est ressentie dans les tripes, tous les matins, cette érection-là. Donc, ce désir-là, il n'est pas nié, il n'est pas dans le déni. Chez la femme, vu que c'est pas ressenti dans le corps régulièrement, c'est d'ailleurs quelque chose à construire en fait chez la femme, eh ben, ça va être plus difficile de l'exprimer, de le développer, cet épanouissement sexuel. Parce qu'en plus de ça, elle a créé dans son esprit un idéal de relation amoureuse infantile, et je me tue à le dire sur ma chaîne YouTube depuis des mois, quoi, dénué de sexualité. Elle a cet idéal de pureté amoureuse qui ne représente pas, qui n'est pas représenté par la sexualité forcément dans la relation sexuelle, dans la relation amoureuse. Donc on se retrouve avec des femmes qui ont un idéal de relation avec des hommes, qui dès que les hommes leur disent que c'est pour le sexe, elles vont se dire, ah mais toi t'es pas amoureux de moi, quoi. Toi, tout ce que tu veux, en fait, c'est mon cul. Toi, tout ce que tu veux, c'est me baiser, quoi, en fait. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, pourquoi? Parce que pour elle, l'amour, c'est la relation qu'elle avait avec son papa quand elle était petite et qui n'était pas sexuée. Quand elle a vécu ce trauma avec cette sensation qu'elle n'était pas assez pour lui et que c'est qu'il était avec sa maman.
Ouais, c'est ça qu'il était avec ses mamans. Et donc, comme je me répète à le dire, elle va avoir ça en idéal dans son futur. C'est pour ça que la plupart des femmes, quand vous leur parlez de sexe, elles vont pas associer ça directement à l'amour. Elles vont dissocier les deux. Elles vont se dire, en fait, oui, il y a le sexe, mais il y a l'amour. Et l'amour, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que la sexualité. Il y en a même des femmes qui sont prêtes à mettre totalement de côté la sexualité au profit d'une relation amoureuse. Putain, en fait, je vais vous parler d'une fille que j'ai rencontrée même aujourd'hui, en fait. Ah là là. Euh, une fille, ça fait là 8 mois qu'elle est avec un mec à distance. Et ce mec, il est sur un bateau de croisière, tu vois, un truc comme ça. Je lui dis, mais attends, pendant 8 mois, rien du tout. Elle me fait, non, non, je fais, et tout, ça va, tu te sens bien et tout. Elle me fait, it's okay, it's okay, it's okay. Je voyais que dans son visage, c'était pas ok. Tu sais, c'est le it's okay, mais sans le déni total. 8 mois qui sont pas vus, t'imagines le truc. Et en fait, pourquoi? Parce que dans la psyché d'une femme, c'est possible d'être amoureux, d'avoir cette relation, et sans sexualité. Et une femme qui n'a pas regardé en face le désir sexuel comme étant une constante, une partie essentielle de l'amour, va nier ça jusqu'au plus profond de ses tripes. Et c'est ça qu'on doit réveiller en tant qu'homme. C'est ça qu'on doit réveiller de par le fait que d'assumer notre part sexuée. En fait, de montrer que l'idéalisation amoureuse qu'elle a vécue et qu'elle vit, que la plupart vivent encore euh, dans leur vie d'adulte, il y a tout un tas de femmes vraiment qui cherchent l'amour et qui ne la composante de l'amour n'est pas, il n'y a pas de sexualité dedans. Il suffit que tu te mettes encore, je sais pas, sur des applications, des trucs comme ça, ou que tu parles à une femme de sa relation idéale, elle parle pas de sexe, hein. Très honnêtement, la plupart ne parlent pas de sexe. Au contraire, elles vont nier ça. Elles vont être dans le déni total. Donc la première chose, c'est de se rendre compte du début, tu vois, comment ça a été construit. Et à partir de là, il y a aussi un point de vue physiologique. C'est-à-dire qu'une femme, forcément, quand elle va s'initier à la sexualité avec un homme, elle n'a pas les mêmes dangers derrière. Elle a, en clair, une façon de voir la sexualité où pour elle, être inséminée, c'est 9 mois de grossesse. Donc le rapport à la sexualité n'est pas le même. Il y a une espèce d'alarme d'enlever dans son cerveau. On revient sur les mêmes composantes. Il y a un trauma qui se crée. Une maman, qu'est-ce qu'elle dit à son enfant? Fais attention, tu peux avoir des enfants. C'est pas rien dans la vie. Enfin, à sa fille, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas rien dans la vie. Fais attention à la sexualité. Fais attention avec qui tu couches. Couche pas avec n'importe qui. Les copines, qu'est-ce qu'elles se disent entre elles? Ah, elle a couché avec ce mec, c'est dégueulasse. Tu vois, parce qu'en fait, dans l'esprit d'une femme, la sexualité est associée à la reproduction. Donc, si une femme, elle associe sexualité et reproduction, il y a tout un tas de mécanismes inconscients qui vont essayer de la faire se défendre par rapport à la sexualité. Parce que reproduction, c'est pas rien, hein, en fait, hein, c'est un enfant toute la vie. Et en fait, la plupart des femmes ne se rendent même pas compte du mécanisme inconscient de défense par rapport à la sexualité qu'elles ont de manière instinctive. Elles vont se dire que c'est parce que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, ou que c'est pas important pour elles la sexualité. Donc il y a le premier versant, comme je vous ai dit, c'est pas important pour elle la sexualité parce qu'il y a eu cette idéalisation infantile de l'homme idéal sans sexualité, parce que justement elle n'avait pas de elle s'était pas sexuée, on va dire entre guillemets, à ce moment-là, quand elles ont eu ce trauma avec leur papa. Et il y a aussi, en plus de ça, instinctivement et physiologiquement, le fait qu'en fait, pour elle, un coup d'un soir, un coup de deux soirs, ou, le sexe, entre guillemets, c'est associé aussi à la reproduction, au fait d'avoir un enfant. Et pour elle, c'est pas juste un coup, c'est vraiment que elles sont enceintes pendant 9 mois, quoi, c'est pas rien. Et en plus de ça, elles sont dans un moment de vulnérabilité quand elles sont enceintes, où elles ont besoin d'un soutien extérieur pour qu'elles puissent mener leur vie à bien, parce qu'enceinte, c'est pas la même que pas enceinte. Donc, vous voyez, il y a déjà énormément de choses à creuser
derrière la sexualité, l'épanouissement sexuel pour une femme. Et ça, c'est à la femme de le faire. Nous, on doit l'avoir en tête. On doit voir les mécanismes. Mais c'est à la femme de créer ce développement personnel et d'aller creuser en elle-même derrière cette introspection pour pouvoir se délier, se libérer en fait de ces vieux schémas. Parce que c'est pas à l'homme de le faire, l'homme peut l'y aider parce s'il y connaît quelque chose. Mais selon moi, une femme mature se le fait par elle-même. Elle doit se libérer sexuellement. Elle le doit pourquoi? Franchement, les gars, vous avez déjà vu une femme qui est épanouie sexuellement? Pas. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui est épanouie sexuellement, qui a des orgasmes, qui... Elle est... Enfin, franchement, c'est incroyable. Il n'y a rien de plus beau. Par contre, une femme qui n'est pas libérée sexuellement, très honnêtement, c'est moche à voir, quoi. Il y a, enfin, je le disais lors du dernier live, mais il y a au niveau non verbal, évidemment, il y a quelque chose. Il y a des expressions très fermées, comme ça, là. Il y a, il y a un truc où s'il n'y a pas de libération, il n'y a rien dans les yeux aussi. Enfin, je veux dire, moi, je suis très attentif à ça, hein, parce que pour moi, c'est la représentation de qui tu es, comment tu te comportes, ton attitude. Et, euh, et une femme, comme je le disais, ne peut pas, en fait, se dire à elle-même, OK, je vais coucher, c'est important pour moi, la sexualité pour moi, et avoir des orgasmes réguliers avec un ou des partenaires, j'en sais rien, peu importe ce qu'elle veut, hein. Si, de base, elle n'a pas compris que le mécanisme de reproduction qu'elle a en elle lui interdit formellement de coucher avec tout le monde, de coucher plusieurs fois, ou de se libérer sexuellement. Non seulement à cause du côté instinctif, comme je le disais, que c'est égal au fait d'être enceinte, mais en plus de ça, voilà, il y a le fait que, bah, voilà, une femme, au début, même maintenant, malheureusement, il y a encore des hommes qui considèrent des femmes qui prennent leurs pieds comme étant bah, des traînées, on peut le dire. C'est considéré comme étant une personne qui ne se respecte pas. Une femme qui n'est pas bonne à marier. Alors que moi, personnellement, franchement, les gars, vous me mettez une femme qui n'est pas épanouie, développée là-dedans, pour moi, c'est pas une bonne femme à marier, hein. Au contraire, hein, moi, je la laisse sur le bas-côté. Enfin, véritablement, un homme qui est avec une femme qui ne s'est pas épanouie sexuellement, lui dire, bah, chapeau, bon courage, hein, les gars. Allez-y pendant 10 ans, quoi. On va voir qui c'est qui est, comment vous vous sentirez au bout de 10 ans, quoi. Surtout pour un homme pour qui c'est vraiment dans vos tripes de ressentir ce désir sexuel. Une fois, si vous restez avec une femme comme ça, qui n'est pas épanouie sexuellement, elle va vous éteindre votre propre désir sexuel. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer. Parce que si vous ne développez pas votre épanouissement sexuel en tant que tel, en tant qu'individu, vous n'allez pas lui allumer sa flamme à elle, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, elle a une balle dans le pied, elle a même deux balles dans le pied de par sa constitution de représentation idéalisée infantile d'un homme qui peut l'aimer sans sexualité. De deux, elle a son instinct primaire qui fait que, en fait, pour elle, une relation sexuelle, c'est 9 mois de grossesse où tu te la prends, pour pas être vulgaire dans le derrière, si jamais t'as pas un homme avec toi. De trois, tu as la situation sociale où tu es considéré comme une Marie couche-toi là ou sale, parce qu'il y a toujours cette idée de pureté, hein. Pourquoi il y a cette idée de pureté? Donc, ce que je veux dire, c'est que pour une femme, c'est encore plus difficile d'être épanouie sexuellement. Pour ces trois raisons. Donc, l'idéalisation infantile de l'homme futur qui l'aime sans sexualité, qui est encore extrêmement ancrée dans la réalité d'une femme, même avec un homme qu'elle a depuis des années, hein. Et justement, c'est ça le danger. C'est-à-dire que, en fait, pour elle, la relation de l'homme avec qui elle est même maintenant, son idéal reste inscrit. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, c'est encore possible que vous soyez avec une femme et que la sexualité s'éteigne totalement et que c'est OK pour elle. C'est totalement OK pour elle parce qu'elle vit son idéal infantile. Et, euh, et c'est là où il faut éviter de se faire bouffer, dans le sens, pas par la femme, par notre instinct, par nos mécanismes inconscients. Il y a tout un tas d'hommes pour qui c'est OK aussi de pas avoir de sexe avec sa femme pendant assez longtemps. Pourquoi? Parce que aussi, dans leur idéal d'enfant, bah, ils avaient leur moment rien qu'à eux. Et leur moment, il n'y avait pas de sexualité. Leur moment, c'était quelqu'un qui s'occupe de lui, qui fait son repassage, qui fait sa bouffe, qui lui fait le ménage. Vous comprenez le concept en fait?
En fait, les gens, ils vivent l'idéal qu'ils ont construit dans leur enfance en tant qu'enfants, comme un idéal amoureux du futur. Et dès qu'ils voient le contexte qui ressemble de près ou de loin à cet idéal créé en tant qu'enfant, ils se disent, putain, je suis dans mon rêve, quoi. Je suis dans mon rêve d'enfant. J'ai ma relation idéale, tranquille, paisible. J'appelle ça de l'amour. Et potentiellement, en fait, je redeviens un enfant qui est là avec son papa idéalisé dans sa tête ou sa maman idéalisée dans sa tête, dénuée de sexe. Et c'est pas un reproche, c'est quelque chose qui se crée de manière inconsciente. C'est pour ça que je dis que c'est en notre pouvoir que de justement alimenter cette énergie sexuelle. C'est même carrément en fait un devoir que l'on a de s'exercer à l'alimenter dans notre couple, dans notre vie solo, mais aussi dans nos désirs futurs. Combien j'ai vu de mes clients qui disaient, moi, à partir de 40, 50 ans, je n'imaginais pas vivre plus de sexualité. Je pensais que ça allait être en déclin. Et ils sont passés à mon accompagnement là, d'hommes multi-orgasmiques pour avoir des orgasmes non éjaculatoires. Ils disent, mais mec, je revis, j'imagine un futur sexuel. J'imagine pouvoir faire ça avec ma compagne future, alors que j'imaginais plus avoir de compagne. J'imaginais même plus avoir d'érection, j'imagine même pas que je pouvais avoir des orgasmes sans éjaculer. Tu vois, genre il y a des. Et donc, c'est pour dire que on a vraiment un exercice à faire. Et là où je veux en venir dans ce live, cet exercice, on doit avoir un terrain propice pour que la femme puisse d'elle-même se libérer sexuellement. Et les mecs qui sont là à, à flageoler les femmes qui veulent avoir plus d'orgasmes, qui veulent avoir plus de sexualité, qui les traitent de je sais pas quel nom, ne sont pas des hommes qui leur permettent d'arriver à un plein développement personnel et sexuel en l'occurrence, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on doit le savoir, ça. Et on doit lui laisser l'espace à elle de faire son travail par elle-même. C'est qu'au final, comme c'est inconscient chez une femme, le désir sexuel, la plupart du temps, c'est inconscient dans le sens où elles l'ont encore une fois pas intégré dans leur corps totalement, sauf quand elles ovulent. J'ai envie de te dire, hein, si c'est une fois par mois, tous les 28 jours, voilà, le reste du temps, c'est inconscient, le désir sexuel. Donc c'est encore une fois, là, écoutez-moi bien, le fait est que quand elles désirent sexuellement quelqu'un, c'est uniquement dans un but de reproduction, à ce moment-là, vu qu'elles ovulent. Donc, ça veut dire que dans leur physiologie, c'est totalement inconscient que de pouvoir avoir un rapport sexuel en dehors du moment d'ovulation. Pour te dire qu'en fait, à ce moment-là, en fait, il y a un travail à faire pour pouvoir développer sa sexualité. Pas pour toutes les femmes, hein, heureusement, hein, mais pour dire qu'il y a ce niveau inconscient. Donc, l'idée, c'est vraiment ouais, aller titiller, questionner et faire. Les taoïstes, ils ont une belle image, ils disent que l'homme, c'est le feu, que la femme, c'est l'eau, que l'homme, il est très vite en excitation, que la femme, c'est de l'eau, elle est plate. En général, elle n'a pas d'excitation, elle a son désir qui est sous l'eau, quoi. Et que l'homme doit lécher l'eau tranquillement pour la faire devenir à ébullition. Et moi, j'ai envie qu'on sorte un petit peu de ce concept, et j'ai envie de responsabiliser les femmes aussi, du moins d'avoir, j'ai en tout cas ce message euh, à travers mes vidéos et à travers cela, c'est que faut arrêter d'être le sauveur des femmes par rapport à leur propre développement sexuel, nous, en tant qu'hommes. Faut vraiment se dire que elles ont leur part de responsabilité. Il faut arrêter de les infantiliser. Oh, la pauvre, c'est vrai, elle peut être inconsciente de cela, mais on a tous une part énorme de responsabilité par rapport à notre développement sexuel. Voyez-vous, les hommes, nous les hommes, on a une part de responsabilité dans le fait de ne pas venir trop vite, on peut s'exercer à être quelqu'un qui tient pendant des heures, on peut s'exercer à maîtriser son rythme, à avoir des orgasmes non éjaculatoires, à avoir une qualité, au reprendre l'énergie par rapport à ça, c'est notre responsabilité. Une femme, elle n'est pas, elle n'est pas fatalement tout le long de sa vie obligée de vivre sans orgasme et sans sexualité, parce que au fond, elle est conditionnée à ça. Parce que dans ce cas-là, nous aussi, on est conditionné à venir trop vite en 7 minutes. Et du coup, on pourrait rien faire à ça. On se laisserait toute notre vie dans cette sexualité
archaïque, animal, qui nous fait arriver à un moment de plaisir très limité et qui permet très limité dans sa sexualité. On pourrait, ouais, mais on ne le fait pas. Surtout si on passe par mon accompagnement, hein. Petit clin d'œil à moi-même dans la webcam. Mais, euh, mais pour les femmes, c'est pareil, en fait. Elles peuvent avoir une vie totalement développée et sexuelle si elles se donnent les moyens de voir le système de défense qu'elles ont et qu'elles travaillent sur elles-mêmes pour pouvoir se donner du plaisir, pour s'autoriser à dire qu'elles en veulent plus et qu'elles, c'est pas forcément juste par ovulation et qu'elles ont beau avoir des projets, qu'elles ont beau avoir une vie de famille, qu'elles ont beau avoir ceci, qu'elles ont beau avoir cela, qu'elles se doivent de s'exercer. Là, je regardais un documentaire, un commentaire sur une de mes vidéos, là, la dernière que j'ai sortie, qui était justement un cut d'un live que j'ai fait le dimanche dernier. Une femme qui me disait, oui, mais moi, je prends de l'extase à respirer, à juste faire des... Je sais plus ce qu'elle faisait, en fait, elle s'exerçait à... Elle était à l'aise, en fait, à me dire que, bah, en fait, pour elle, c'est bien beau tout ça, mais juste respirer, faire de l'exercice et tout, moi, je vis comme ça et tout. Ok, c'est cool. Cool d'avoir cette extase-là de la vie en pleine conscience, mais ça doit pas éclipser le fait de se développer dans sa sexualité. Il me disait, normalement, c'est pas une activité, la sexualité. Je lui dis, si, c'est une activité si tu veux pouvoir qu'elle se développe au-delà de ce que le commun des mortels daigne vouloir de manière inconsciente, c'est-à-dire bah, une sexualité animale, reproduction, une fois tous les 28 jours, ou une fois de temps en temps, mais en 5 minutes pour les hommes. Bah, je suis désolé, les gars, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin que ça, c'est une activité. Et si vous voulez aller prendre des orgasmes malades tout le long de votre vie, bah, si vous voulez pas que, comme un muscle, ça s'atrophie, bah, il faut s'exercer. C'est comme un mec qui va à la salle. Si, il arrête d'aller à la salle, bah, à 60 ans, bah, il a moins de muscles que s'il va tout le temps à la salle, ne serait-ce qu'un petit peu, jusqu'à 60 ans. La sexualité, c'est comme un muscle pour moi. Et d'autres diront, oui, mais c'est sacré, faut pas prendre ça comme un exercice et tout. Ouais, mais dans ce cas-là, si c'est sacré, faut pas prendre ça comme un exercice, alors on se laisse porter, et à 50 60 ans, on bande plus. Et la sexualité qu'on a, en fait, c'est à travers quoi? La seule manière qu'on a de se faire jouir, c'est quoi? Une pinte, un café, une clope ou un footing. C'est super les footings, c'est super le sport. Par contre, on m'enlèvera pas de l'idée qu'un rapport sexuel, c'est quand même 1000 fois plus satisfaisant avec une belle femme et de partager ça à deux qu'un footing à deux. Enfin, je sais pas, les gars. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que je dis? Entre un footing à deux avec une belle femme et un rapport sexuel à 60 ans avec une belle femme, tous les deux à 60 ans, vous préférez quoi à la fin de votre vie? Je veux vos réponses dans le chat. Comment lui faire comprendre qu'elle a un travail sur soi à faire? Je pense que le questionnement, c'est déjà pas mal. Je pense que le questionnement est la mettre en face de ses incohérences. Tu vois, et surtout lui expliquer c'est quoi tes besoins. En fait, il y a ces trois choses à faire. Du coup, le questionnement par rapport à ses désirs sexuels, à son besoin, à comment elle se sent après un rapport, à comment elle se sent, comment elle jauge sa sexualité. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est demander, par exemple, dans ton idéal, quand si t'es avec la bonne personne, très honnêtement, sans jugement, tu t'aimerais le faire combien de fois par semaine ou par mois? Dans ton idéal, vraiment, si tu étais avec une personne qui s'y prenait comme un dieu et que tu pouvais le faire sans problème de problème de temps, tu vois, tu voudrais le faire combien de temps? Tu seras étonné de la question, de la réponse à qu'elle va te donner. Moi, j'ai déjà été étonné. Les jours ou des trucs comme ça, tu vois. Voire plusieurs fois par jour. Enfin, j'ai déjà eu ça, hein. Donc ça, c'est déjà le questionnement. Questionner sur c'est quoi elle, ce qu'elle désire, c'est quoi son rythme dans l'idéal. Bien utiliser le mot dans l'idéal. Ensuite, bah, tu révèles les incohérences. Ok, qu'est-ce qui fait que du coup, là, à l'heure d'aujourd'hui, t'en es à combien? Donc, si ta compagne, tu le sais à peu près. On en est à là. Ok. Qu'est-ce qui fait que? Et, et donc là, dès que tu révèles une incohérence, tu peux faire comprendre qu'il y a un truc à travailler.
S'il y a une incohérence, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas calibré, qui n'est pas aligné. Ok, j'ai un idéal de cette manière. Là, je ne suis pas dans mon idéal de rythme hebdomadaire. Tiens, question, question incohérence, incohérence, travail à faire. Surtout après, vraiment en termes de partenaires, déculpabiliser quoi, beaucoup la femme à voir ça vraiment comme une activité. Tu vois, bizarrement, une activité sacrée, une activité comme vous voulez, mais voir ça comme étant un moyen de sortir de ce diktat de substances extérieures pour se sentir bien dans sa vie. Parce que je vois tellement de couples qui ont comme habitude de boire des coups ensemble, qu'ils ont comme habitude, pourquoi pas de faire du sport ensemble, qu'ils ont pour habitude de regarder des films ensemble, de faire des bons gros repas ensemble. Et attention, je suis absolument pas en train de dire que c'est mal, hein. Pas de notion de bien ou de mal. Mais qui, à côté de ça, n'organisent pas d'activité sexuelle dans leur vie. Donc déculpabiliser dans le sens où, eh, viens, on s'éclate, quoi. Et on s'éclate, on fait des tests, et, euh, et donc faire comprendre par les incohérences. J'avais dit un troisième truc, je sais plus ce que c'est, si dans le chat vous souvenez. Comment tu lui fais comprendre qu'elle a un travail à faire sur soi à faire? Et là, la responsabiliser, en fait, hein. Parce que, bon, malheureusement, pas que les femmes, hein, les hommes aussi, mais il y a une forme de victimisation chez la plupart des gens qui fait oui, mais le travail, oui, mais les enfants, oui, mais tu pourrais en faire plus. Oui, mais je prends des médicaments. Oui, mais je suis pas en bonne santé. Oui, mais mon père est mort il y a des mois. Oui, mais... Et tout ça, c'est des trucs qui sont entendables. Je dis pas que c'est pas compréhensible que d'avoir des choses dans leur tête, d'avoir des choses dans votre tête. Mais, euh, mais à côté de ça, justement, comme je le disais là pendant le live, c'est dans les moments les plus critiques que la sexualité peut montrer son plus beau langage. Parce qu'en vérité, il y a quoi de plus naturel, de plus thérapeutique, et plus génial pour une personne que de s'extraire par la sexualité de son état de victime par rapport à sa propre vie. Beaucoup vont le faire à travers des substances, des médicaments, hein, parce que la société a encore une fois névrosé la sexualité. On a névrosé, on l'a mis sous l'inconscient, on l'a mis dans l'inconscient, la sexualité. Bon, mon travail, c'est de le mettre sous la lumière de la conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà compris ça. Mais en vérité, ouais, donc faire comprendre que c'est un jeu. Et de toute façon, si elle va prendre du plaisir, elle va vouloir y revenir. Mais presque c'est un championnat du vas-y, on se fait vibrer, mais au plus haut de nos capacités tout le long de notre vie, on fait le maximum. Faut pas que ce soit un truc contrôlable où tu es là et tout, tu dis ok, là aujourd'hui on l'a pas fait, il faut qu'on le fasse, même si on n'en a pas envie, évidemment, hein, c'est pas le but. Mais aller s'exercer, aller voir jusqu'où on peut aller. Et toi, ouais, c'était le troisième truc que je voulais dire. Toi, savoir où t'en es par rapport à ça. Ne va pas lui demander c'est quoi le nombre de fois que tu voudrais le faire par semaine si tu le sais pas toi-même. Ne va pas lui demander quelles sont les activités, les choses un peu folles que qu'elle aimerait faire si toi tu le sais pas pour toi. Mais encore une fois, c'est de l'introspection, c'est ce qu'on fait dans mon accompagnement, hein. C'est qu'on va vraiment aller très très loin dans la compréhension de soi-même, mais pas juste dans la compréhension de comment avoir des orgasmes éjaculatoires, c'est aussi sur quel est le contexte qui me fait le plus vibrer, quel est le rythme, comment je peux l'agrémenter dans ma vie. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est les trois choses pour savoir qu'elle a du travail à faire sur soi. Je vais vous donner, voilà, en plus, je voulais donner une anecdote la dernière fois, je vais vous la donner aujourd'hui. Je voulais donner une anecdote sur une femme que j'avais rencontrée. J'en avais donné plein aussi sur l'autre live, mais celle-ci, je voulais absolument la donner. Alors, j'ai abordé une femme dans la rue. Je l'aborde, je lui dis que je la trouve mignonne et tout, que je voulais lui parler, on parle ensemble. Du coup, ça accroche, elle est vraiment chou, hein. Donc, on parle un petit peu ensemble. Elle me dit qu'elle est féministe, après quelques minutes. Je dis, ok, d'accord, et du coup, tu fais quoi là maintenant? Elle me dit, bon, bah là, je vais à une librairie féministe acheter une boutique féministe. Boutique féministe, je vais acheter un livre féminin, sur le féminisme, un truc du style, quoi.
perds un peu mes mots là, ça fait 1 heure que je parle. Et du coup, je lui dis, bah écoute, je t'accompagne, comme ça on discute un petit peu sur la route, et puis on voit si ça match. Il fait OK. Donc je l'accompagne et tout. Et elle me disait, ouais, le patriarcat, c'est vraiment dégueulasse d'être manipulé par tous ces hommes et tout. Nanani, nanana. Et donc elle avait acheté un livre féministe et tout, que je lui dis, OK, écoute, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, mais en tout cas, au-delà de ça, en fait, t'as l'air cool. Donc, bah, je prends son contact, je propose de la voir. Je crois qu'elle vient chez moi le jour même. Elle vient chez moi le jour même et elle devait faire un truc après. Donc, bah, en fait, elle vient juste chez moi, on discute, on boit un verre ensemble. Le lendemain, elle vient chez moi, je lui propose de revenir chez moi et on couche ensemble. Et du coup, en fait, vous allez halluciner. C'est un truc de fou. Cette femme, qui de manière consciente était complètement opposée aux hommes qui ont de l'emprise sur elle, qui, au niveau sociétal, bah, en fait, soumettent la femme d'une certaine manière. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec sa vision des choses, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est le cas ou c'est pas le cas dans la société. D'ailleurs, je m'en fous, très honnêtement, c'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme là derrière. Bah, en fait, cette personne, elle était BDSM. C'est-à-dire qu'en fait, son kiff à elle, c'était de se faire soumettre par un homme, mais d'une version très extrême. Genre attaché, fouetté, enfin genre avec des trucs où tu peux aller aussi loin, tant que je te tape pas ici, c'est bon, tu peux y aller. Donc il y avait une forme de... où en fait, ce qu'elle niait au niveau sociétal, ce qu'elle voulait ne pas voir au niveau extérieur, le fait qu'il y a une force d'emprise et qu'elle, elle était en opposition à ça. Elle était même militante par rapport à ça. C'est même pas une opposition, c'est qu'elle militait contre ça. Qu'est-ce qui se passe du coup au niveau inconscient? Eh ben, c'est le retour du refoulé. Ce que tu n'arrives pas à voir dans ta vie consciente, boum, au niveau sexuel, ça ressortait mais 10 fois plus. Ça ressortait mais vraiment 10 fois plus. Bon, moi, très honnêtement, c'est pas mon trip, hein, le trip BDSM. Donc j'ai mis fin à la relation parce que c'est pas mon délire. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir que la féministe ultra féminisée, pas ultra féminisée d'ailleurs, elle était féminine quand même. Elle avait des piercings pas mal. C'est pas la question. Et ben en fait, derrière ça, il y avait cet attrait de façon très extrême au fait qu'elle se soumette totalement à un homme. Vous voyez l'opposition un peu du truc? Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre cette anecdote? Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ça demande une volonté, un combat sur soi, que de maîtriser sa sexualité, et même, je dirais même que de la développer. Euh, c'est pas un combat, tu vois, de se mettre devant un Netflix. C'est pas un combat de bouffer du sucre tous les jours. C'est pas un combat de boire une pinte entre amis tous les jours parce que tout le monde le fait. C'est pas un combat je sais pas, d'allumer sa clope après le repas, tu vois. C'est pas un combat de prendre un café tous les jours. Pourquoi? Parce que on s'est conditionné à le faire et que c'est ces choses-là qui sont faciles à faire, qui nous façonnent au jour le jour, quoi, tu vois, et qui forment notre personnalité, notre façon de nous comporter. Et donc, ce que tu mets comme élan de volonté par rapport à ta maîtrise sexuelle et surtout à l'énergie que tu développes avec elle, bah, créera le toi du demain qui, lui, bah, pour lui, ce sera plus un effort. Moi, c'est plus du tout un effort que d'avoir des orgasmes éjaculatoires. Je ne pose même plus la question. Je sais comment faire, je sais les ressentir, je sais les degrés, je sais que je peux recommencer derrière. Je sais que je peux assurer avec une femme, je sais que je peux la faire jouir comme sûrement personne, aucun homme ne m'a fait jouir. J'ai aucun problème avec ça et ça, c'est plus devenu un effort parce que j'ai fait en sorte que ça a été vraiment une volonté intrinsèque. Je pense qu'on l'a tous en fait en tant qu'homme, cette volonté intrinsèque de développer sa sexualité. Mais elle est occultée, elle est voilée par tout ce que je viens d'énumérer. Les clopes, les cafés, les bières entre amis, les Netflix, les, euh, les trucs à la con. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas boire de café, que vous êtes des mauvaises personnes si vous fumez des clopes ou que vous buvez de l'alcool.
Moi-même, j'en ai bu, j'en ai fumé des clopes et j'ai bu de l'alcool. Maintenant, j'ai arrêté tout ça. Après, je suis pas un exemple non plus, c'est pas la question. Ça veut pas dire que j'ai fait ça, que tout le monde devrait le faire. Mais en tout cas, je sais que ça transforme la vie, véritablement. Que de s'exercer sexuellement et de reconnecter à cette énergie qui est inhérente à toute vie. Je pourrais en parler pendant des heures, hein, ça, franchement, parce que je fais un peu, quoi. Bon, sur ce.